Les historiens aujourd'hui s'intéressent beaucoup à l'histoire des virus, des microbes, des épidémies. Je vous suggère un très bon livre qui vient de paraître d'un historien de Québec, Rénal Lessard, qui vient de publier un livre qui s'appelle « Au temps de la petite vérole », qui traite justement des épidémies sous le régime français, qui nous parle des médecins, des apothicaires, de ce qui étaient également les conditions de vie en Nouvelle-France. Donc, ça nous introduit très très bien notre sujet de ce soir. Voulez-vous un but désinfectant? Non, c'est bon. Arrête donc de t'inventer, hein. On manque pas d'ouvrage, c'est ça qui compte. Puis tu peux remercier la picote de mettre du gigot dans ta marmite. Ah, les vents ne manquent pas de viande non plus par les temps qui courent. Crois-tu à ça, toi, Guillaume, que ce serait un sauvage venu du Sud qui aurait amené ça, la picote, à Québec? Vertu, y a que tu au théâtre qui savent ça. C'est ce que certains racontent, en tout cas. Il serait venu du Fort-Orange. Ah, c'est toute qu'une trotte, ça? D'après le bonhomme Hébert qui travaille à l'Hôtel-Dieu de Québec, la maladie commença dans la maison où ce sauvage avait demeuré. Vous avez enterré bien du monde à la fin de 1702, au début de 1703. La picote. Sur la fin de novembre 1702, la maladie se propagea dans la ville et on compte à peu près 2000 morts dans Québec, là. Je suis contré de dédire mon noble compère. J'avancerai plutôt qu'en 2 mois, on a compté 1500 malades, des 300 à 400 morts. J'ai vu passer bien des dépouilles, mais 2000, c'est là fort proche de ce que tout Québec comptait alors d'habitants. Ça devait quand même être une maladie fort importante. Oh, toute la ville n'était qu'un hôpital général. Eh bien, voilà. L'effroi s'étant mêlé dedans l'affliction générale, beaucoup moururent de peur seulement. Et ce, sans qu'on puisse déceler aucune trace de la picote sur leur corps. Toujours est-il que la maladie se propagea dans les environs autour, jusque dans les pays d'en haut, et partout où elle est passée, elle a fait bien des ravages. Hein? Ce n'a pas été long que la picote s'est répandue jusqu'à Montréal. Tous les natifs du pays ont dû subir les rigueurs de la maladie. C'est qu'à l'époque, c'est l'état de la médecine qui est un peu inquiétant par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que les médecins de l'époque, médecins, apothicaires, chirurgiens, eh bien, ce qu'ils savent faire, selon la médecine de l'époque, on appelle ça les humeurs, la théorie des humeurs. Les termes comme flegmatique, bilieux nous viennent de là. C'était de rétablir l'équilibre, tout simplement, d'un corps qui était malade. On ne connaissait pas les causes d'une maladie. On n'était pas capable d'identifier nécessairement une maladie. Donc, ce qu'on faisait, il y avait 2 traitements. Il y avait la saignée, qu'on pratiquait assez régulièrement, ou encore la purgation. Donc, vous voyez qu'on était assez limité au niveau de la santé, au niveau des remèdes pour combattre une épidémie contre la variole. C'était exactement la même chose à Québec. On buvait l'eau de la rivière Saint-Charles, on envoyait nos eaux de toilette. Donc, ça vous donne une idée pourquoi on a attrapé le choléra. C'est tout simplement qu'on buvait des eaux qui étaient contaminées, et c'est de même qu'on attrapait. Donc, 3000 morts en 1832, 1834, à 6 reprises jusqu'en 1854, le choléra va attaquer Québec. Germain Legris, dit l'épine. Et votre profession? Fabricant de meubles de bois. Vous allez comprendre bientôt. En 1844, vous vous installez dans le quartier Saint-Roch. Mais très rapidement, soit en 1845, vous commencez à fabriquer un autre type d'article très particulier. Des cercueils. Et je commence aussi à organiser des funérailles. À cette époque, dans mon magasin, pour environ 2 piastres, on pouvait acheter un cercueil adapté à la taille du défunt de 3 pouces en 3 pouces. Encore de 5 pieds 3, 5 pieds 6, 5 pieds 9. Dès les années 1840, des travaux menés en Grande-Bretagne concluaient que les conditions sanitaires et hygiéniques adéquates pouvaient prévenir la propagation de maladies infectieuses. Se laver! Se laver. Tout le monde sait que les miasmes sont dans l'eau! Avant que je prenne un bain, les vaches vont payer les cochons. Je pense que la mortalité infantile devient progressivement le principal problème de santé publique, parce que, comme Canadiens français, souvent les médecins nous disaient,
compte tenu qu'on fait beaucoup d'enfants, c'est pas grave qu'on en perde beaucoup. C'était le discours qu'on entendait à l'époque. Donc, on peut en perdre 3-4, si on en a eu 12, c'est pas grave. Sauf qu'on se rend rapidement compte qu'il faut intervenir sur deux éléments. Premièrement, à partir de 1914, on va créer les gouttes de lait. Les gouttes de lait, donc c'est des dames patronesses de Québec qui se réunissent à l'hôtel de ville et qui décident, dans chaque quartier de la ville, d'offrir du lait, des soins de puériculture aux enfants pour les aider, d'accompagner les femmes, pour les accompagner, pour que leurs enfants puissent passer le stade d'1 an. Ça, c'est le premier élément de réforme. Et surtout, on va s'attaquer au problème central de la pasteurisation du lait. Parce que le lait n'était pas pasteurisé. Donc, c'est des mesures qui vont être prises pour essayer d'améliorer progressivement, dans les années 1910-1920, les conditions de vie dans la ville de Québec. Alors, si on comprend bien, il manque encore certaines connaissances scientifiques pour prémunir la population efficacement contre les épidémies. Que l'on fasse entrer maintenant le témoin suivant, Madame Rose de Lima Boucher. Vous avez donc contacté la fièvre espagnole? Ça ressemblait à une grippe ordinaire, là, avec la fièvre et puis les autres symptômes. On se sentait faible. Tout ça en 3 à 5 jours. Pour moi, il a suffi de 3 jours seulement. Ensuite venaient les complications. Ça nous prenait puis ça nous jetait dans un état de grande faiblesse. J'ai parlé aussi de la tuberculose, mais ça, c'était avant les sanatoriums. Ils venaient seulement de construire un pavillon pour les tuberculeux au Jeffrey Hale. Vous savez, sur le boulevard Saint-Cyril, on entendait dire un tel, une telle était consomption, et puis on les voyait à leur balcon, là, emmitouflés dans leur couverture. Puis un jour, on les voyait plus. Mais la grippe espagnole, ça a été terrible. Ça nous a pris comme par surprise, et puis c'est reparti aussi vite que c'était venu. Je vais commencer avec l'histoire d'une épidémie que tous vous connaissez et qui nous a fait réfléchir et qui a fait avancer la façon de contrôler les maladies infectieuses. À la fin des années 70, au début des années 80, est apparue une nouvelle maladie qui fut décrite plus tard comme le sida. À l'époque encore, le contrôle des maladies contagieuses se faisait sur l'identification des malades et l'application de mesures de contrôle. On les isolait, on portait des blouses, des masques, des gants, on plaçait une affichette sur la porte. Je dois dire, quand j'ai terminé mes études en médecine, c'est de la façon qu'on recevait les patients dont on ne connaissait pas la maladie, mais qui s'avèrent avoir le sida. J'inviterai maintenant les membres de cette cour à m'aider à compléter mon rapport. La question que je vous pose à tous est la suivante. Croyez-vous que nous soyons moins vulnérables aux épidémies que nos ancêtres?